Merci beaucoup d'être là à nouveau pour la suite. Alors, vous le savez, hein, les collectivités sont particulièrement à l'honneur sur cette 7e université de l'autoconsommation photovoltaïque et ça va être, il y aura plusieurs exemples de collectivités à travers les tables rondes, mais là il y en a une spécifiquement où on met en avant les collectivités sur ce sujet, boucle locale d'autoconsommation vers le solaire territorial. Donc comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions ici, on vous passera un micro dans la salle, et pour ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas, on me transfère vos questions, donc vous pouvez dans le chat poser vos questions aux différents intervenants que je vais tout de suite présenter. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Thomas Dupont-Fédérici, merci beaucoup. Vous êtes vice-président de la CC, si je puis dire, communauté de communes Côte de Nacre. Donc on est dans le Calvados avec vous et vous allez pouvoir nous présenter dans un instant vos projets. Est-ce que vous voulez juste présenter cette commune? C'est toujours bien, même si après je crois qu'il y a des slides qui le présentent, mais présenter votre communauté de communes. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. Donc Cœur de Nacre, eh bien, c'est une petite collectivité, donc c'est un établissement public de coopération intercommunale qui fait 25 000 habitants, mais qui est le plus petit EPCI de Normandie parce que on n'est que 12 communes et on est très très proche, donc il y a une densité importante, hein. On est juste derrière les agglomérations de Rouen, Le Havre et Caen. Donc ce petit territoire a quand même cette capacité justement à avoir des échanges très aisés entre les différents élus. Et les élus ont souhaité s'engager dans la dernière mandature vers un territoire 100% ENR d'ici 2040. Mais au-delà des mots, il fallait des actes. Donc cette mandature-là, on s'engage et on mène des projets. Donc vous verrez le projet d'autoconsommation collective qu'on est en train de mettre en œuvre à travers la société qu'on a créée qui s'appelle Nacre Énergie. Exactement, qui est aussi destiné à des entreprises. Donc on a des exemples aussi qui sont divers, pas seulement, mais divers et variés. Claudine Bichet, merci beaucoup d'être avec nous, adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Énergie. Vous voulez rajouter un petit complément avant que je vous passe la parole, ou déjà, ou peut-être au moment où on va parler globalement aussi des objectifs de Bordeaux en la matière. Et vous allez nous donner aussi des exemples d'autoconsommation collective. Et puis à vos côtés, Christophe Parent, bonjour monsieur le maire de Montigny en Arouèze, dans l'Aisne. Vous m'avez dit tout à l'heure 310 habitants, voilà. Et vous avez lancé justement une communauté d'énergie, on peut le dire tel quel, et vous allez nous présenter tout ça et nous expliquer, j'allais dire, comment ça fonctionne. Claudine Bichet, je commence par vous pour juste poser un petit peu, on va dire, les enjeux, rappeler les enjeux aussi en matière de transition énergétique et les ambitions de la ville de Bordeaux, qui permettent aussi d'expliquer l'autoconsommation individuelle aussi, que vous faites beaucoup, et collective, là vous êtes en train de démarrer, on aura des exemples. Je vous en prie, vous avez un micro devant vous et je vous passe la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir permis de participer à cette journée. Effectivement, à Bordeaux, depuis 2020 et Bordeaux Métropole, puisque je suis également vice-présidente de Bordeaux Métropole sur le sujet énergétique, on cherche à lancer une ambition extrêmement forte sur le sujet plus globalement des énergies renouvelables et bien sûr du solaire, puisque sur notre territoire, ça sera en 2050 la première énergie de notre territoire au même niveau que les réseaux de chaleur urbains sur lesquels nous poussons également une très forte ambition. On a posé dès le début du mandat des objectifs dans le cadre de notre plan climat d'être un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'ambition de la neutralité carbone en se fixant comme objectif de produire autant que l'on consomme, avec bien sûr la priorité donnée à notre production du territoire qui, comme on est avant tout un puits de consommation, on n'aura pas la capacité de tout produire sur le territoire de Bordeaux Métropole, mais de maximiser cette production et on estime qu'on sera capable de produire environ 50%. Donc, bien sûr, et ça je le rappelle à chaque fois, mais je pense que c'est important de le marteler, tout ça ne sera possible que si on baisse nos consommations d'énergie, qu'on divise par 2. Donc c'est vrai que parler du développement des énergies renouvelables, en général, c'est un sujet qui est globalement quand même plutôt consensuel et facile à pousser. La sobriété, c'est quand même clairement plus dur parce que ça remet en question beaucoup plus de choses. Mais je pense que c'est quand même fondamental de rappeler toujours qu'il faut aussi travailler en parallèle du développement des énergies renouvelables, le volet sobriété, efficacité énergétique qui seront indispensables à l'atteinte de nos objectifs.
Donc, comme je disais, une énergie solaire qui sera vraiment la première du territoire. On développe, que ce soit à l'échelle de la métropole, mais également de la ville, des outils qui permettent d'accélérer, de lancer cette ambition. Au niveau de la ville de Bordeaux, on s'est doté sur ce mandat d'un objectif très ambitieux, qui est d'avoir une autonomie énergétique en propre, donc là je parle bien du patrimoine ville, d'être à 41%, c'est précis, d'autonomie énergétique en 2026, là où on a démarré le mandat à 3-4%. Donc c'est quand même pour donner une idée de l'ambition. Et bien sûr, cet objectif va passer par des rénovations de nos bâtiments pour baisser leur consommation, et puis par un développement très ambitieux des énergies renouvelables, développement et raccordement à des réseaux de chaleur urbains, solarisation. Et on a sur le solaire un objectif de solariser 60 000 mètres carrés de nos bâtiments sur ce mandat. C'est très ambitieux, mais on lâche pas l'objectif. Et globalement, voilà, c'est ça aujourd'hui que l'on porte et que on cherche à développer cette dynamique, et y compris en étant ici, c'est-à-dire en parlant avec l'ensemble des professionnels du secteur, puisqu'on va avoir besoin de tout le monde si on veut y arriver. Exactement, il va y avoir notamment besoin de main-d'œuvre, on en parlait, de recrutement et tout ça, parce que si on veut accélérer le mouvement, on en a besoin. Donc c'était très bien, comme ça vous avez posé aussi globalement les enjeux, et on arrivera tout à l'heure aux exemples d'autoconsommation collective que vous développez. Mais je voulais passer la parole à Christophe Parent, donc je disais maire de Montigny en Arrouaise, 310 habitants. Vous, alors là où beaucoup n'y arrivent pas nécessairement, et on parlera peut-être des difficultés, vous vous êtes lancé, communauté d'énergie, d'où c'est parti. Après il y aura un petit schéma qui explique tout ce qui a été mis en place. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est pas toujours évident de développer des projets, mais surtout dans un petit village où les finances ne sont pas toujours disponibles et rapidement. Donc on a eu, à titre personnel, je suis producteur depuis longtemps et donc je revends mon énergie. Mais c'est vrai qu'au fil des années, je me suis aperçu que la solution, mais on est tous d'accord ici, c'est de consommer l'énergie. Hein. La revendre, même très cher, c'était pas une solution peut-être financière, oui, mais pas moralement tenable dans le temps. Donc on a travaillé, on a cherché des solutions. J'avais surtout en tête une personne dans mon village qui, comme beaucoup, avait installé des panneaux, mais ça avait capoté en fait le projet. Elle ne revendait pas son énergie, elle ne la consommait pas, et elle avait payé une fois son installation, même une deuxième fois, puisque entre les frais d'avocat, etc. Voilà. Donc je me dis comment cette personne peut profiter de son investissement. Comment elle peut, à minima, profiter de ce qu'elle produit, et comment éventuellement elle peut revendre son énergie. Et pour être honnête avec vous, j'avais pas trop envie qu'elle le revende à un agrégateur ou à EDF. Bon, je sais pas. Voilà, c'était pas la philosophie du projet. Parce qu'elle avait installé sans savoir nécessairement ce qu'elle voulait en faire. Alors là, ça c'est un deuxième problème. C'est-à-dire que vous avez un paquet de gens qui se font démarcher dans les villages, dans les villes, mais beaucoup dans les villages parce que du coup il y a du potentiel en toiture et qui ne savent pas vraiment. Alors c'est pas une question d'intelligence, hein, mais il y a tout un armada de commerciaux derrière qui travaillent très bien. Hein. Vous n'allez rien payer. Vous allez avoir des aides de l'État. Vous cherchez les aides de l'État, etc. Donc les gens tombent dans des panneaux, c'est le cas de le dire. Et finalement, voilà, ils savent pas trop ce qu'ils ont installé, quelle puissance, est-ce que c'était la puissance qui était nécessaire. Combien de temps je vais... Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, tout le monde est impeccable. Il n'y a plus du tout de problématique. Bien sûr, oui. Oui, j'imagine qu'il y a dans la salle des gens qui... Non, mais en l'occurrence, pour cette personne, c'était le cas. Elle ne savait pas si la puissance... Il y a eu, on en a parlé, voilà, ces sujets-là. La puissance n'était pas adaptée, tout ça. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, on va faire en sorte que cette personne puisse revendre son électricité à ses voisins. Et là, je cherche sur Internet, comme souvent, on trouve plein de choses intéressantes sur Internet. Et je tombe sur l'autoconsommation collective, à défaut d'autoconsommation individuelle. Et je me dis, du coup, si on lance ça dans le village, pourquoi pas y associer la municipalité,
Est-ce que je détaille le projet entièrement ou... Si vous voulez, on peut l'afficher, comme Ouais. ça après aussi, ça Voilà. permet de voir que vous puissiez expliquer les étapes et comment vous avez embarqué tout le monde entre les habitants. Cette personne-là, il y a 3 ans, c'était une personne. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, 3 ou 4 ans, parce que ça met quand même 3 ou 4 ans à aboutir, on en est là. C'est-à-dire qu'on a installé des panneaux sur 5 toitures communales, ce qui représente, alors en surface, je ne sais pas, mais ça fait 106 panneaux, je sais que c'est de 400 watts. Il y a, en kilowatts, on doit être à 40, à peu près 40 ou 50 kilowatts crête, qu'on associe à, comme c'est indiqué sur la slide, à 10 producteurs qui sont des habitants du village et qui se greffent à la communauté énergétique. Donc on arrive à 5 toitures communales, 10 habitations. Tout ça, alors là, aujourd'hui, là c'est le dernier chiffre actualisé, on est à 80 kW crête, 83 pardon. On a aussi été chercher, parce que vous le savez tous ici, on peut avoir une extension du périmètre de l'autoconsommation. On a été chercher une pharmacie, actuellement on travaille sur un lycée et d'autres habitations de petits villages autour qui viennent se greffer. L'idée, c'est d'aller chercher un maximum de financement au niveau de la commune, ce qui a été fait avec je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la région Hauts-de-France dans la salle, que je remercie tout particulièrement, parce que la région Hauts-de-France nous a financé le projet de la commune à 50%. Xavier Bertrand n'a pas pu venir ce matin. Non, je pense qu'on l'aurait remarqué s'il était dans la salle. J'insiste bien là-dessus, 50% de la région, et puis s'il y a des élus dans la salle, 30% de DETR, ce qui fait que le projet communal a été financé à 80%. Donc ou même un peu avant, on va dire, j'avais la certitude d'avoir 80% de financement, je me suis dit, pourquoi revendre de l'énergie aux habitants du village quand on a 80% de financement et qu'à la limite, les 20% d'investissement, on les rembourse assez facilement sur la dépense énergétique de la commune. Donc j'ai décidé, le conseil municipal a décidé de donner l'énergie aux habitants du village. De donner à des gens qui sont à la fois producteurs et consommateurs, mais de donner aussi à des gens qui ne seraient que consommateurs. C'est-à-dire que... D'où la notion de communauté d'énergie dont je parlais, c'est d'étendre plus largement. Et le fait aussi, et c'est ça qui me chagrinait, de dire en France, alors il y a déjà des gens en France qui ne peuvent pas avoir des installations photovoltaïques parce qu'ils n'ont pas le potentiel de toiture, etc. Mais il y a aussi des gens qui n'en ont pas les moyens. Et j'avais vraiment envie que dans mon village, on puisse dire à ces gens-là, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la surface, nous on va investir, la commune va investir, et on va vous donner l'énergie. Et je voulais que ça soit très réactif, c'est-à-dire que j'avais vu une étude qui montre que si vous contrôlez ou vous avez des infos en temps réel sur votre consommation d'énergie, vous pouvez faire baisser de 10 à 15% votre consommation. Vous en parliez tout à l'heure de sobriété. En l'occurrence, là, c'est à la fois de la sobriété et du contrôle et une gestion optimale de sa consommation d'énergie. Donc la société Swin qui nous a aidés dans ce projet nous permet, avec un outil que vous pouvez apercevoir sur les petits smartphones en bas à gauche, de contrôler en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est toutes les 30 secondes, ce qui est produit dans la communauté et ce qui est consommé. C'est-à-dire que les gens, et vous avez une trentaine de foyers dans mon village qui consomment de l'énergie, si ils le font, utilisent l'application, voilà, je disais, il y a de l'énergie disponible, je consomme plus quand il y a de l'énergie disponible. On a voulu aussi, donc il y a la clé de répartition est dynamique, donc comme on a des bandes de recharge pour véhicules électriques, on a voulu aussi faire en sorte que les voitures qui roulent dans notre village roulent avec l'énergie solaire. C'est pas 100% acquis, mais grosso modo, le surplus de la commune est envoyé en priorité vers des bornes de recharge pour véhicules électriques. Pour vous donner une idée, parce que les gens se rechargent gratuitement, dans notre village, on a 17 véhicules électriques, donc c'est un village de 300 habitants. Ah oui, pour 300 habitants, 17 véhicules, c'est plutôt pas mal. J'allais dire, comment ça se passe thétiquement? J'allais dire, comment les uns et les autres peuvent donner aux autres? Alors ça, c'est tout le travail de la société Swin. Oui, parce qu'il y a... Et je tiens à souligner, c'est remarquable, parce que il y a 3 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse travailler comme ça, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des données aussi réelles et précises sur la production et la consommation. Donc on utilise des petits boîtiers communicants qui sont baptisés SwinKey, puisque commercialisés par la société Swin, qu'on intègre au compteur Linky et qui permettent, en plus le brevet déposé fait que ces boîtiers peuvent communiquer de façon par Internet ou par le réseau, c'est-à-dire qu'on est en zone blanche, donc on a des problèmes de réseau et des problèmes d'Internet. Donc là, pour le coup, on arrive toujours à trouver une solution. Donc les gens, avec ce boîtier, savent en permanence ce qui produit, enfin quand ils sont producteurs, ce qu'ils produisent, sinon ce qu'ils consomment, et ce qui est disponible dans la communauté. C'est très précis. Encore une fois, tout est transparent. Vous voyez, en fait, on ne le voit pas, le petit graphique qui est en bas, vous avez une partie où vous consommez,
une partie où vous allez tirer de l'énergie de la communauté. Hein. Donc ça vous permet en permanence d'avoir une idée de ce que, à titre d'exemple, pour des gens qui ont intégré l'autoconsommation au mois d'août, là, dernièrement, on a calculé au centime près l'économie, parce qu'en fait, c'est les gens qui vont profiter gratuitement de l'économie de la commune et qui vont en racheter à d'autres personnes. Il y a des gens qui font, on estime, entre 30 et 40 euros d'économie sur leur facture d'électricité au mois d'août. C'est pas non plus le mois où on consomme beaucoup, c'est pas le mois où on produit beaucoup. Puis dernière chose, vous voyez sur les bâtiments, on a cherché à avoir une cohérence en termes d'orientation des panneaux pour qu'au fil de la journée, voilà, on n'a pas tout orienté plein sud, donc non plus au nord, hein, mais en sorte qu'au fil de la journée, on ait une production à peu près linéaire de la commune et des habitants. On va poursuivre, et j'aurai 2-3 questions à vous penser aussi, mais on voit bien déjà ce que vous avez mis en place. On va poursuivre avec un autre exemple, et vous, hein, Thomas Dupont-Federici, ce que vous avez mis en place sur avec Nacre Énergie, hein, comme vous parlez, le projet un peu plus grand, c'est un autre type de projet d'autoconsommation collective. Vous avez des visuels, quand vous voulez les passer, vous me le dites. Merci. Donc, comme je vous le disais, c'est vrai que les élus s'étaient engagés dans la transition énergétique et dans le cadre des compétences qui sont menées au niveau intercommunal, eh bien, la compétence économique était un moyen, un levier de développer ces projets. Donc là, d'ailleurs, je remercie. Donc, on a Valentin Hamel, qui fait partie de Normandie Aménagement, qui nous accompagne dans la construction du parc d'activités de Cœur de Nacre. Parc d'activités qu'on a souhaité le plus vertueux possible d'entrée de jeu. On a d'ailleurs été labellisé RSE par rapport à nos engagements, parce que c'est vrai que ça a été des engagements sur la trame paysagère, sur le fait qu'il y ait une circulation de la biodiversité, sur le fait qu'il y ait des mobilités douces qui soient facilement exploitables, la gestion des déchets, etc., etc. Et puis il y avait quand même un des sujets, parce qu'à la base, moi, je suis compétent pour la politique environnementale et les mobilités, et Patrick Lermine, qui est lui le vice-président du développement économique, m'a associé rapidement avec Monsieur Lefort, le président, en disant on a une réflexion, il faudrait qu'on la pousse, c'est comment on peut faire pour que toutes ces toitures qu'on va créer puissent être productrices d'énergie et que ce ne soit pas de la toiture perdue. Donc assez rapidement, je suis rentré dans la boucle et on a été accompagné par Normandie Aménagement sur les réflexions qu'on pouvait avoir. Donc au début, c'était un cahier des charges pour que les porteurs de projets puissent s'engager tous vers des toitures en capacité de supporter du panneau photovoltaïque, parce que c'est vrai que c'est quand même un poids qui est conséquent. Mais il ne fallait pas que ce soit une contrainte, c'est-à-dire que notre enjeu, c'est de développer de l'emploi sur un territoire qui est très très dépendant de l'agglomération caennaise. Et donc il y a un mouvement le matin qui est phénoménal. Enfin, il y a un nombre de voitures très conséquent. À peu près 80% de la population s'en va travailler vers Caen. Donc l'enjeu, c'est d'arrêter aussi ces mouvements pendulaires et de proposer de l'emploi localement à ces 25 000 habitants. Donc créer de l'emploi, il fallait que l'entreprise qui s'installe ne soit pas contrainte économiquement par nos idées, par nos valeurs. Donc on a réfléchi assez rapidement déjà à les faire accompagner par des spécialistes sur quels sont les types de charpentes qu'il faut installer, comment orienter les bâtiments pour que ce soit le plus productif possible, et surtout de se dire clairement en fait ce panneau photovoltaïque, pour pas que ce soit une charge pour eux, il faut que ce soit la collectivité qui soit propriétaire de ces équipements. Propriétaire, ça veut dire aussi responsable de la maintenance, du remplacement des onduleurs, parce qu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, on sait qu'il y aura défaillance. Et donc, il fallait qu'on puisse voir si c'était économiquement viable, parce que notre collectivité, elle n'a pas objectif de faire profit, mais on n'est pas là non plus pour être déficitaire, parce que derrière, c'est de l'impôt qui est engagé. Alors, on s'est associé donc avec Géon, qui était une structure qui déjà regardait par rapport à notre projet. Alors, je veux bien, s'il vous plaît, qu'on puisse passer. Donc ça, tout à l'heure, je vous disais, voilà, tout petit territoire, 60 km² pour 24 000 habitants, donc commune très dense. Et surtout, si on peut passer sur la diapositive d'après, voilà le projet donc de parc d'activités, donc qui se situe au sud de la commune de Douvres. Donc, c'est une extension d'un parc d'activités déjà existant. Et vous voyez que donc il y a des lots qui sont grisés parce que ceux qui sont le plus à l'est, c'est une phase industrielle qui va plutôt se faire dans une deuxième tranche. Et puis la partie grisée plutôt à l'ouest, parce que fallait réfléchir au potentiel solaire. Et l'idée de l'insertion paysagère de ce parc d'activités en entrée de ville était également intéressante. Donc il fallait qu'on puisse boiser assez fortement. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques bâtiments qui sont écartés de ce projet. Donc on a différentes parcelles où il va y avoir donc de l'activité tertiaire, que ce soit des activités de service, des professions libérales. On a fait la pose de la première pierre donc, du bâtiment Equinox porté par Normandie Aménagement donc lundi dernier. Et il y avait une des orthophonistes qui va être locataire de ce local qui était présente.
Donc des activités tertiaires, des activités artisanales, des activités industrielles, je vous le disais. Donc avec un potentiel de consommation qui va être divergent, c'est-à-dire que certains vont consommer un peu 24 heures sur 24, alors que certains vont être très consommateurs la journée. Et donc il fallait voir, par rapport à ça, comment on pouvait mesurer une productibilité. Donc GEON nous a accompagnés pour nous montrer que c'était jouable. Assez rapidement, donc, on s'est associé donc, au syndicat départemental d'énergie du Calvados, le SDEC, parce que nous, c'est vrai qu'on est entre guillemets incompétents en tant que collectivité territoriale, parce que Cœur de Nacre, assez simplement, il y a un élu qui s'occupe de la politique environnementale, c'est moi, et il y a un agent qui s'occupe de la politique environnementale, c'est Gwenaël, que je remercie beaucoup. Donc voilà, c'est limité. Donc même si on est un peu plus gros que 310 habitants, ça reste quand même des petites structures. Donc c'est pour ça que le SDEC avait ses compétences et on nous a accompagnés donc, sur cette réflexion-là. Et donc les réflexions, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie produite? Est-ce qu'on la revend? Est-ce que c'est de l'autoconsommation individuelle? Est-ce que c'est de l'autoconsommation collective? Et puis on a fait tourner différents modèles pour regarder ce que ça pouvait représenter avec le soleil normand, qui reste quand même un soleil producteur d'énergie. Donc un peu moins évidemment que du côté de Bordeaux, mais c'est quand même productif. Si la Normandie a un bon ensoleillement, j'avais vu. Exactement, mais il fait toujours très beau. Oui, il y a pas mal de... Enfin, il fait souvent beau en tout cas. Oui. Il pleut peut-être plus à Bordeaux d'ailleurs en ce moment, je crois. Pour tout dire. On ne va pas se mouiller sur cette affaire. Donc, après avoir fait cette réflexion, on a considéré que la meilleure des solutions, c'était de partir sur l'autoconsommation collective, parce que comme je le disais, certains vont avoir une activité qui va être toute la journée, donc ils ont besoin aussi de pouvoir avoir de l'énergie, mais ceux qui sont là ceux qui sont là la journée n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui sont là 24 heures sur 24. On a donc eu l'idée de se dire, voilà, on a 2 km à la ronde, on va pouvoir distribuer cette énergie. Et c'est vrai que la commune de Douvres, qui était juste à côté, était quand même assez satisfaite parce qu'il y a pas mal d'équipements communautaires. Donc il y a un centre aquatique, il y a un centre culturel, il y a un cinéma. Mais on trouvait dommage, et le territoire que je vous ai présenté juste avant est bien quand même important, c'est de dire, on est très très proches les uns des autres. Cœur de Nacre, la grosse commune, voilà, Douvres, c'est 5000 habitants. Mais la deuxième, c'est Courseulles qui en fait 4000. La troisième, c'est Luc qui en fait 3500. Donc il n'y a pas une commune pôle avec plein de petites communes. Moi, je suis le maire de Bernières-sur-Mer. On est à 2400 habitants. Et donc, on est tous des communes de taille moyenne. Et ça, il serait quand même dommage qu'on ne puisse pas offrir cette consommation aux équipements publics des différentes communes. Donc, on a demandé une dérogation au ministère pour basculer sur 20 km. Alors, on a réussi à avoir 10. T'es content, parce qu'on n'est pas un territoire rural, on a un territoire semi-rural, enfin urbain. Donc 10 km, c'est-à-dire qu'on couvre toutes les communes, sauf un bout de Courseulles et un bout d'Anizy. Donc, il y a 2 communes qui ne peuvent pas être équipées à cause du semi-rural. Voilà, c'est ça. Donc il faudra qu'on fasse une convention supplémentaire pour pouvoir, au-delà des 10 km, travailler avec eux. En tout cas, voilà, ces 18 bâtiments qui seront équipés, donc qui représentent quand même 11 500 m² de panneaux solaires, ce qui n'est pas rien, permet quand même de produire donc, ce que vous voyez, 2573 MWh par an. Enfin, c'est une estimation évidemment. Mais si on fait le comparatif, en gros, c'est 257 foyers donc, qui pourraient être desservis. Donc là, on ne va pas aller vers les foyers, on ne va pas aller vers l'individuel. L'enjeu, c'est de pouvoir soutenir cette activité économique, parce que l'activité économique, elle n'est pas évidente à installer sur notre territoire, parce que on est au nord de Caen, un territoire très attractif. Il y a la mer, les plages du débarquement. On a beaucoup de gens qui s'y installent. Et il y a une pression foncière qui est très importante, notamment depuis le Covid, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont souhaité quitter les agglomérations pour venir sur notre territoire. Et on a un foncier qui a pris 60% de valeur en l'espace de 3 ans. Donc, comme le foncier est déjà assez élevé, l'idée, c'est de pouvoir rendre des services à ces entreprises. Donc, c'est un facteur d'attractivité. Pour nous, c'est aussi un facteur d'attractivité, de leur dire, voilà, nous, clé en main, on vous apporte une solution de production d'énergie. Vous n'avez rien à faire, dans le sens où vous mettez juste à disposition cette toiture. Nous vous verserons un loyer pour l'occupation de cette toiture. Et puis, vous pourrez bénéficier d'une énergie où les prix seront maîtrisés parce que c'est un engagement sur 20 ans. Et on a pu le voir ces dernières années que l'évolution du marché de l'énergie est très erratique et parfois peut mettre en difficulté certains producteurs. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à consommer un maximum sur place et puis l'excédent sera forcément donc revendu dans le réseau. Et vous avez monté ça avec qui ? Qui vous accompagne aussi du côté j'allais dire technique. Donc, on a donc créé une société qui s'appelle Nacre Énergie, donc qui est détenue par trois associés. Donc, Cœur de Nacre, on a souhaité conserver 45% de ce patrimoine. Donc, c'est un investissement à hauteur de 184 000 €.
En deuxième associé, donc, nous avons le SDEC, le syndicat départemental d'énergie du Calvados, qui lui va apporter la compétence technique. Et puis Normandie Aménagement a accepté de rentrer aussi dans le capital en apportant 15% des parts, ce qui nous permet d'avoir aussi un accompagnement administratif et puis d'élargir un petit peu justement les types de compétences. Après, on verra qui va rentrer dans la boucle des associés, parce que on avait fait une conférence des associés, des financeurs. La région s'était montrée intéressée à une époque, le département également, mais ils n'ont pas voulu pour l'instant s'y engager. Mais je pense qu'ils iront, parce que c'est vrai que, comme l'a dit M. Parent, il y a des régions qui s'y investissent assez fortement. La région Normandie a aussi ses problématiques. Les élus présents comprennent bien la logique de la zone d'accélération des énergies renouvelables. On a des objectifs donc à atteindre quand même en termes de production d'énergie au niveau local pour que ça se décline au niveau national. Cœur de Nacre, nous, en fait, l'éolien est assez compliqué dans le sens où là on a une ferme de 64 éoliennes qui est en train de sortir en offshore mais à 10 km seulement. Donc pour l'instant il y a une crispation de la population qui ne sait pas ce que ça va donner, parce que là pour l'instant le bateau est au large et commence à faire des trous pour fixer les éoliennes. Mais comme il y a cette crainte d'un enfermement, d'avoir 64 éoliennes d'un côté et puis je ne sais pas combien de l'autre, pour l'instant on a mis l'accent vraiment sur le panneau photovoltaïque et puis on insiste très fortement. Donc on a un autre projet là, qui est en gestation. Donc c'est un exploitant, enfin c'est pas un exploitant, c'est un propriétaire d'une terre agricole qui dispose d'une terre donc de 12 hectares. Et cette terre en fait est d'une qualité agronomique extrêmement médiocre, parce que en fait depuis des années il n'y pousse rien, parce que c'est du caillou recouvert d'un petit peu de terre avec de l'herbe, et c'est vrai que c'est de la jachère. Alors ça permettait à l'agriculteur exploitant de déclarer de la jachère auprès de la PAC. Mais le propriétaire souhaite plutôt porter un projet d'agrivoltaïsme. Donc lui, il verrait bien justement la pose de panneaux solaires et puis en dessous, pourquoi pas, effectivement, un élevage ovin, voire il est aussi sur une optique de maraîchage. Donc ce projet-là, plutôt que de le laisser seulement à un opérateur privé se développer, on aimerait l'accompagner dans le cadre de cette production publique, parce que tout ce qui est produit par Nacre Énergie, c'est effectivement un moyen de soutien des entreprises locales, et puis c'est un moyen, effectivement, indirectement, de soulager les finances des communes et de l'intercommunalité, parce que cette énergie maîtrisée, c'est quand même un levier important, c'est des impôts en moins mobilisés, donc pour nous, c'est quelque chose qui va être très utile pour l'ensemble des habitants du territoire, qui seront moins assujettis à l'impôt. On va poursuivre avec d'autres exemples et puis après vous pourrez interagir, j'allais dire, les uns avec les autres. On revient à vous, Claudine Bichet, pour parler en particulier d'autoconsommation collective avec deux exemples. Vous me direz, quand vous souhaitez qu'elle soit diffusée, qu'est-ce que ça représente pour vous, où vous en êtes en la matière ? Alors, où on en est on a décidé avant tout de nous attaquer à notre patrimoine, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une volonté d'être dans une solarisation systématique, à chaque fois que c'est possible, bien sûr. Donc, on a lancé depuis le début du mandat, et ça prend du temps quand on est une ville comme Bordeaux, parce qu'on a plus de 500 bâtiments, de tout recenser, de tout étudier, et ensuite il y a aussi tout financer, ça c'est un autre sujet dont on pourra parler aussi. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on est dans cette volonté de systématiser. On a aujourd'hui 70 bâtiments qui sont clairement identifiés comme faisables et sur lesquels on va lancer les études, voire les travaux selon le degré d'avancement. Sur que ce soit des gymnases, des piscines, des écoles, on est vraiment très engagé sur ce sujet. Donc là je pense qu'on peut présenter un de nos projets qui est, on est donc là à côté du stade Chaban-Delmas pour ceux qui connaissent Bordeaux, un stade historique art déco qui est en plein cœur de ville. Tout autour, on a un complexe sportif avec des terrains de sport, des terrains de tennis, des bâtiments municipaux. Donc là, on est dans une volonté de solariser l'ensemble de cette enceinte. Un projet, je ne sais pas si ça se voit très bien en bas, de solarisation des terrains de tennis qui reprennent architecturalement un peu l'esprit des voûtes du stade historique Chaban-Delmas, style art déco. Et puis également tous les bâtiments municipaux. On va même chercher, on n'a pas encore trouvé la solution technique à solariser les voûtes du stade, mais comme c'est une structure qui est peu
qui est assez fragile. Du coup, il faut qu'on trouve une solution qui fonctionne techniquement, mais on étudie aussi les solutions de panneaux souples et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, typiquement, c'est un quartier, c'est un projet qui va permettre à la ville de produire plus que forcément un terrain de tennis, ça consomme pas. Donc on va bien sûr derrière pouvoir bénéficier à l'autonomie énergétique de la ville, cette production bénéficiant donc à tous les bâtiments municipaux qui environnent ce quartier du stade. Et donc c'est comme ça donc qu'on contribue à l'objectif d'autonomie énergétique. Après, bon là c'est un exemple concret, on en a plein d'autres. On est aussi au niveau métropolitain engagé sur la solarisation de nos pistes cyclables. Pierre Urmic, maire de Bordeaux, a lancé aussi l'idée de la solarisation de la rocade, qui est peut-être vu comme un symbole, mais ce symbole il est très fort. L'idée c'est vraiment de se dire partout où c'est artificialisé, il faut qu'on cherche des moyens de solariser à chaque fois que c'est possible, parce qu'il faut avant tout solariser les zones artificielles plutôt que d'aller. Alors on peut se poser la question dans des zones qui sont effectivement pauvres sur un plan de biodiversité et tout, mais avant tout, allons-y là où on est artificialisé, et c'est bien l'idée de ce que l'on porte et de ce que porte le maire de Bordeaux. Et donc là, aujourd'hui, on n'en est pas encore à solariser la rocade, mais on lance... Ça serait au-dessus au-dessus de la rocade, ouais. On lance, du coup, là, on va lancer un AMI qui va solariser des portions routières qui sont quand même assez importantes. Pas la rocade parce qu'il y a trop de contraintes de sécurité, mais on veut quand même pouvoir expérimenter sur des zones routières assez denses pour derrière, fort de ce retour d'expérience, voir si on peut aller plus loin sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment la volonté. Partout où on est propriétaire, on y va. Je vais donner un autre exemple avec principalement l'objectif d'utiliser ce qu'on produit pour nous, nos besoins propres. Là, on a un projet très emblématique qui vient d'être attribué à la société du groupe Everwatt que j'ai vu, donc qui a priori est là aujourd'hui. Oui, ils sont là. Voilà, ils sont là, oui. Donc on a un bâtiment extrêmement emblématique à Bordeaux. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce bâtiment qui est très très important, qui est en fait ce qu'on appelle la base sous-marine, qui a été construite à l'époque de la guerre pour abriter les sous-marins. Quand vous voyez la taille des murs, c'est clairement un bâtiment qui est indestructible, donc qui est aujourd'hui dans notre patrimoine. Et on a une surface au-dessus de cette base sous-marine de 28 000 mètres carrés, qui aujourd'hui, c'est beau à voir, hein, c'est des pare-bombes. Enfin, disons que c'est pas inintéressant de visiter ça, mais on a une surface en plein cœur de ville qui est totalement inutilisée. Donc on a lancé un AMI avec l'objectif de solariser tout ce qui est possible de solariser, donc le maximum de cette toiture. Et donc c'est le groupe Everwatt qui a remporté cet AMI avec l'objectif qui vise à solariser 22 000 mètres carrés de cette surface, donc en plein cœur de ville, au-dessus de cette base sous-marine. Alors là, ça a fait, j'en ai pas encore parlé, mais c'est une problématique importante qu'on doit gérer dans une ville comme Bordeaux qui est au patrimoine UNESCO. Oui. C'est le dialogue avec les ABF qui est permanent. En tout cas, on a réussi à créer des conditions de dialogue qui sont maintenant bien organisées, qui sont permanentes pour voir comment on arrive à se donner les moyens aussi d'investir ce patrimoine-là. D'ailleurs, je vous interromps juste, cet après-midi, on a Anna Pellegrini, qui est architecte au Bâtiment de France, qui viendra parler parce qu'elle se lance dans un dialogue et elle fait évoluer aussi beaucoup les choses. Donc c'était un sujet qu'on souhaitait aborder, mais vous l'avez évoqué. Il est fondamental sur des villes comme la nôtre. Honnêtement, on est très heureux de réussir à faire bouger les lignes aussi par rapport à cet aspect patrimonial.
parce que à la fin du jour, c'est bien de conserver un patrimoine historique comme celui qu'on a la chance d'avoir, mais faut-il encore pouvoir vivre dedans d'ici quelques décennies? Donc c'est quand même tout l'enjeu de concilier ces deux impératifs et du coup d'avoir vraiment des conditions de dialogue qui permettent de faire évoluer les choses. Et à l'heure où je vous parle, Pierre Urmic, maire de Bordeaux, est à Cordoue avec des grandes villes qui sont patrimoine UNESCO et qui cherchent justement à faire un collectif pour faire évoluer ces règles patrimoniales fortes. Donc à Bordeaux, en tout cas, on y arrive parce qu'on a réussi à trouver un compromis qui est en gros les panneaux, on les voit pas quand on est au sol, donc on s'est donné une zone de retrait qui fait qu'ils sont pas visibles. Mais bon, voilà, ça va quand même permettre de solariser 22 000 mètres carrés, de produire 3 gigawattheures. Et là, pour venir au sujet qui nous occupe, qui est autoconsommation collective, là, derrière, l'idée, c'est vraiment que ce projet, cette production d'électricité puisse alimenter le quartier aussi large, aussi loin qu'on peut aller sur le plan réglementaire. Donc on a des entreprises, on a bien sûr des habitats collectifs. Donc tout ça, ça fait partie du projet. C'est aussi là-dessus que Everwatt nous a séduit dans sa réponse. C'est sur sa capacité à pouvoir fédérer tout un collectif qui va pouvoir être alimenté par cette production électrique. Et donc là, on est vraiment sur un projet d'autoconsommation collective d'un quartier autour d'un bâtiment très emblématique qui va qui ne sera plus emblématique du passé mais qui sera aussi emblématique du futur sur le plan énergétique. Et ça, c'est un très beau symbole, on trouve, de pouvoir donner à nos habitants et plus largement, bien sûr, communiquer sur ce projet. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un entraînement, une dynamique. Un projet emblématique comme celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il donne à voir de ce qui est possible, il donne à voir du champ qu'on peut encore investir sur une ville comme Bordeaux, mais partout ailleurs. C'est vraiment créer une force d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi, lancé l'année dernière, l'Alliance de Bordeaux pour le solaire. L'idée, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire qui ont envie d'y aller, les fédérer autour d'un objectif qu'on va essayer de rendre commun et qu'on va concrétiser en gros combien de mètres carrés ou de gigawattheures on va pouvoir produire en solaire sur Bordeaux. Et là, on est en train donc de créer un collectif, de créer une dynamique, de réunir les acteurs qui sont volontaires pour travailler à lever les freins, pour travailler à créer les conditions de réussite collective. Et c'est vraiment ça notre enjeu aujourd'hui, c'est comment on crée les conditions pour embarquer très vite, très largement, parce que je rappelle, nous sommes quand même un petit peu dans une urgence climatique et qu'il faut maintenant accélérer ce mouvement. Alors très bien, d'ailleurs vous me faisiez un signe, Thomas, je voulais faire un nouveau tour de table de chacun pour pouvoir commenter, parce que vous avez dit comment embarquer, quels sont les leviers, vous l'avez évoqué en filigrane, vous pouvez y revenir, la question du financement. Vous, Christophe Parent, vous avez trouvé une solution. Il a fallu aussi, je pense, faire de la pédagogie. Voilà, un peu un tour de table sur parce que quelque part, voilà, les projets, ils voient le jour. Construction en 2025, à partir de 2025, j'ai vu pour la centrale, ils voient le jour, mais il y a encore, on va dire, il faut y aller, il faut retrousser les manches. Donc, allez-y, Christophe Parent, pour réagir. Il n'y a pas de questions en ligne pour le moment et après, une fois le tour de table, je passerai dans la salle s'il y a des questions. Alors c'est intéressant parce que finalement, 3 acteurs et 3 niveaux d'intervention différents, mais à grande échelle, moyenne échelle et petite échelle. Donc, par chance, finalement, à petite échelle, un projet comme le mien a attiré l'attention de la région, mais ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'il a fallu convaincre et aussi convaincre la population. Parce que finalement, dans notre projet, il nous fallait aussi des producteurs, des habitants du village producteurs. La région, alors ce qui a vraiment convaincu la région, ça je tiens de source sûre, c'est le fait de redonner l'énergie en fait aux habitants et de façon gratuite dans une région où la facture d'électricité, comme partout en France, a augmenté. Mais globalement, c'est ce qui a séduit la région. Après, sur le financement, sur ce qui intéresse les petites communes comme la mienne, c'est évidemment le retour sur investissement. Dans mon cas, quand vous avez 80% de financement,
le retour sur investissement sur les frais d'énergie propres à la commune, il n'a pas été forcément étudié de près. Surtout qu'en fait, contrairement à vous, on a très peu de consommation d'énergie propre à la commune. On a quelques bureaux, enfin un bureau en l'occurrence. Mais ce qui ressortait surtout dans notre situation, c'était l'alimentation des véhicules électriques. Avec 17 véhicules électriques qui se rechargent, pour vous donner une idée, donc on a une borne avec 2 points de charge 22 kW. On a même installé une nouvelle borne. Donc il fallait quand même à un moment donné se poser la question de la facture augmentée, hein, c'était pas insurmontable, mais ça c'était quand même une solution. Et là j'en ai pas parlé non plus tout à l'heure, mais une petite innovation technique. On a dans notre projet l'ambition d'installer une borne bidirectionnelle. Donc la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est un véhicule potentiellement capable de le faire. Donc il en existe, hein, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un véhicule partagé qu'on met à disposition non seulement des habitants du village, mais aussi de la collectivité plus élargie, mais qui permet, donc, comme le nom l'indique, en V2Grid, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Oui, alors je pense qu'ici, véhicule to grid, on en a déjà aussi parlé, ça parle à tout le monde. Hein. Bon, tant mieux, voilà. Parce qu'ailleurs, ça parle beaucoup moins. Donc là, voilà, l'idée, c'est de réinjecter la nuit de l'énergie potentiellement emmagasinée le jour avec le soleil dans la batterie du véhicule. Voilà, de servir de la batterie du véhicule en forme de stockage. Voilà, vous vouliez plus un accent sur le financement peut-être, voilà. Non ? Oui, allez-y, oui, si vous voulez, financement. Le financement, voilà, comme je disais, comme on a 3 niveaux d'intervention différents, je ne sais pas forcément sur une ville comme Bordeaux si les moyens en DETR sont ce qu'ils sont dans les petites communes rurales, ils doivent être surdimensionnés. Nous, c'est très peu. Donc, vous savez, en plus, dans les communes, c'est simple, quand vous demandez une subvention, en gros, vous avez toujours peur de ne pas en avoir une autre. C'est simple, il y a comme une enveloppe. C'est pas ça. Ouais, mais du coup, les montants ne sont pas les mêmes, mais ça doit faire. Quand vous passez à côté d'un financement de 3 millions d'euros, ça doit vraiment. Alors que nous, on est sur des montants plus inférieurs, mais on voulait absolument. Et donc, l'idée du village d'investir dans les panneaux photovoltaïques, c'est de ne pas se pénaliser sur un autre projet, qui sont en milieu rural beaucoup plus essentiels. Alors, je ne dis pas que le photovoltaïque n'en était pas, moi j'en étais convaincu, mais par contre, ce qui ressort pour les petites communes, c'est la voirie, l'éclairage public au sens enfouissement, etc. Voilà, des projets, une toiture, vous avez votre église, vous avez le toit de votre église à refaire, ça voilà. Quand vous amenez un projet photovoltaïque d'autoconsommation collective au sein d'un village, et qu'en fait personne ne sait ce que c'est, comment ça fonctionne et combien ça va coûter, ouais, c'est un défi à relever, quoi. Thomas Dupont, je vais dire ici, après je ferai réagir Claudine Bichet. Effectivement, on est tous d'accord, il faut qu'on arrive à accélérer, que pour accélérer, il y a quand même toujours des questions de financement. Et c'est vrai que pour le coup, l'expérience qu'on en a, nous, sur Cœur de Nacre, et là, je vais prendre aussi ma casquette de maire, c'est que on est beaucoup plus, j'ai l'impression, accompagnés, nous, sur la question de la sobriété. On nous encourage beaucoup plus à consommer moins, et je partage de toute façon l'objectif, hein, mais c'est vrai que par exemple on a rénové énergétiquement l'école de la commune, on a pu bénéficier du fonds vert, on a pu bénéficier d'un prêt dans le cadre de EduRénov, on a pu bénéficier de l'accompagnement du syndicat départemental. On a pu aussi changer notre flotte de véhicules diesel qui étaient en fin de vie pour des véhicules électriques. Donc pareil, on a encore obtenu l'accompagnement de notre syndicat départemental qui est un acteur vraiment important, parce que c'est vrai que cette compétence partagée nous permet de mobiliser des leviers financiers intéressants. Et puis là encore récemment, on est tous en train de renouveler notre éclairage public, hein. Les mâts qui ont plus de 30 ans, c'est des foyers qui sont extrêmement énergivores. Encore une fois, c'est le syndicat départemental d'énergie du Calvados qui participe à hauteur de 50% de ces investissements-là. Sachant que pour les mâts qui ont au-delà de 25 ans, le fonds vert prend le relais. Mais avec cette inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine loi de finances, parce que le fonds vert, on en parle, on dit qu'il ne va pas forcément être pérenne et que peut-être que il va se réduire comme peau de chagrin. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Je pense que si on veut accélérer, il faut pouvoir donner les moyens à des collectivités, parce que ce soit des petites communes de 300 habitants, que ce soit des EPCI de 25 000 ou des agglomérations comme Bordeaux à 800 000 habitants, il y a toujours de toute façon des questions de financement, parce que ça reste massif. On a un parc qui est vieillot. Nous, sur la Normandie, on a connu pleinement la bataille de Normandie. On a un parc immobilier qui a été ravagé dans les années 40. Tout a été reconstruit rapidement parce qu'il fallait loger les gens.
On a des bâtis qui sont très énergivores, une structuration de la ville qui n'est pas du tout pertinente. Donc on a un enjeu majeur financier à ce qu'on puisse développer tous ces projets. Mais c'est vrai que au-delà des élus, il faut réussir à embarquer, et je reprends vraiment les mots de Claudine Bichet, c'est qu'il faut que la population quand même puisse aller dans cette voie-là, parce qu'il faut qu'on puisse les convaincre. Alors l'atout économique, je pense que là, Monsieur Parent, vous avez trouvé un super levier, parce que c'est vrai que de leur dire votre facture d'énergie va baisser, ça c'est important, mais c'est vrai qu'il y a quand même la question des paysages. Tout ça, c'est quand même toujours très très sensible. L'insertion paysagère, c'est vrai que l'architecte des bâtiments de France, c'est pas forcément eux les plus réfractaires. Enfin, moi j'ai un architecte des bâtiments de France qui est assez ouvert, parce que la commune de Bernières-sur-Mer, donc c'est un des 10 sites patrimoniaux remarquables du Calvados. On a beaucoup de monuments classés ou inscrits, et donc c'est vrai que en fait, le panneau photovoltaïque, il est autorisé depuis des années, dès lors qu'il est incorporé dans la toiture. Donc on refuse juste quand il est en surimposition sur une partie de la commune, mais c'est quelque chose qui est possible. La difficulté, ça va être parfois les habitants, et même parfois les élus, parce que nous-mêmes, enfin moi je me mets dans la boucle, on est en train de développer un pôle d'échange multimodal pour que les gens du territoire puissent laisser leur voiture, prendre le transport en commun, faire du covoiturage, trouver d'autres solutions alternatives. Ce pôle d'échange multimodal, il est en pleine campagne, et nous c'est vrai qu'on s'était dit, ce qu'on va y faire, c'est vraiment un espace complètement désimperméabilisé. Alors c'était un champ à la base, mais justement l'idée c'était de l'artificialiser le moins possible, d'y mettre des arbres, d'arriver à jouer sur de l'ombrage, développer de l'habitat pour la faune. Sauf que on est aussi contraint parce qu'on crée un nouveau parking. Donc la loi pour l'accélération des énergies renouvelables nous contraint à faire du panneau photovoltaïque. Mais ça veut dire que derrière, quand il y a des ombrières, on ne peut plus en dessous avoir un espace qui soit perméable. On ne peut plus mettre autant d'arbres qu'on le souhaite. Et c'est vrai que ce projet, on se dit, en plein milieu de notre campagne, en arrivant sur le territoire, on va se retrouver avec un parking que nous, on voulait masquer le plus possible avec de la végétation. En fait, il va falloir qu'on le mette en évidence et puis qu'on mette des panneaux photovoltaïques. Alors c'est très bien, on a atteint notre objectif de production énergétique, mais en termes d'acceptabilité, pour les gens des territoires, ça reste compliqué. Donc on va y aller, de toute façon on est contraint, on a demandé si une dérogation était envisageable, mais la préfecture nous dit non. Donc on va essayer de mixer l'insertion paysagère, la production énergétique, et je pense que vous tous producteurs, vous en êtes bien conscients, c'est ça qui bloque essentiellement. Après, sinon, c'est vrai que quand on arrive à proposer du produit qui s'intègre très bien dans les toitures, nous, sur notre territoire, c'est beaucoup d'ardoises, les toitures. Et c'est vrai que le panneau photovoltaïque s'y prête bien. Enfin, ça fait des ensembles qui sont assez sympathiques. Mais voilà, il y a quand même quelques sujets qu'il faut réussir à travailler pour que, justement, ce ne soit pas un élément de crispation. Alors, Claudine Bichet aussi un commentaire et préparez vos questions si vous en avez dans la salle. Je ne vois pas devant l'écran. L'écran maintenant s'est mis à être lumineux là. Il nous fait des effets LED. Donc si jamais il y a des questions de la salle, de ceux qui nous suivent en ligne, il ne faut pas hésiter. Je vous en prie, allez-y Claudine Bichet. Bon, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Alors bon, sur la partie financière, l'avantage sur tous les sujets de transition énergétique, c'est que normalement, ils nous permettent, ils se rentabilisent. Alors à plus ou moins long terme. C'est quand même plus facile aujourd'hui d'avoir un ROI sur un projet de solarisation que sur un projet de rénovation énergétique d'un très vieux bâtiment. Donc c'est quand même plus facile de faire émerger ce type de projet parce que on trouve des modalités de financement, enfin en tout cas de rentabilité dans le temps qui sont quand même envisageables et c'est vrai que nous on s'autorise vraiment de jouer sur la durée. On pense que pour pouvoir financer la transition au sens large, là on est vraiment sur des projets qui globalement s'inscrivent sur du très long terme. Il faut aussi être capable de se dire qu'on laisse une possibilité au projet de se rentabiliser sur 25, 30. On est même sur des réseaux de chaleur en train de dépasser ces limites-là parce que sinon en fait on n'y arrivera pas, quoi. Il faut qu'on puisse se donner ces moyens-là. Donc du coup sur la partie financière, je dirais que c'est quand même des projets où on arrive à trouver un relatif modèle économique et parfois effectivement il y a des projets où on doit injecter de l'argent public parce qu'il a une complexité technique ou qu'il est couplé avec un besoin de rénovation et c'est là où effectivement l'équation financière se complique et que globalement, je vais pas trop traiter du sujet financier parce que comme je suis adjointe aux finances, c'est un sujet qui me passionne et qui
et où on sait qu'on va globalement avoir très très vite un problème. Hein. Le mur de financement pour financer la transition, il est déjà devant nous, et les nouvelles que nous avons au niveau national ne sont pas très rassurantes quant au fait qu'on va pouvoir lever ce mur-là, mais on a quand même globalement un gros sujet par rapport à la notion d'accélération qu'on doit mettre en œuvre. Après, le sujet, c'est plus pour les particuliers. Et là, il y a vraiment une réflexion à avoir parce que, effectivement, l'investissement de départ pour un particulier, il est pour certains ménages totalement inaccessible. Donc, il y a vraiment un travail, et je sais qu'il y a des opérateurs dans la salle qui réfléchissent à justement comment rendre accessible ce type d'investissement aux particuliers. Donc, pour moi, ça fait partie clairement de la massification, tout comme les sujets réglementaires, d'autoriser beaucoup plus facilement les projets, ou en tout cas de leur trouver des solutions. Nous, clairement, là, ça a été une vraie révolution à la ville de Bordeaux. Avant, l'autorisation de projets de particuliers, l'octroi de permis de PC sur les projets photovoltaïques, c'était en gros l'exception. Et là, maintenant, on fait en sorte que le refus devienne l'exception. Et le refus, il doit être vraiment motivé par nos agents, et on doit avoir trouvé des solutions avant de dire on refuse. Donc ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est énorme, la révolution culturelle qu'on a dû mener au sein de notre administration pour entraîner ce changement-là. Et donc, ce changement culturel, il est valable pour tout le monde. C'est comment on arrive à faire bouger les mentalités et à se dire que donner envie, se dire que en fait, ça doit devenir la norme de solariser sa toiture. Et c'est ça qu'on doit travailler dans l'imaginaire collectif. C'est à ça que servent des projets emblématiques comme la base sous-marine. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu fort. Et c'est vrai qu'on doit trouver les solutions qui permettent de prendre appui et de donner l'envie aux particuliers de passer par l'action, et les moyens également sur le plan financier. Donc ça, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et j'aimerais un peu... Juste un dernier mot. Il nous reste 10 minutes, donc je voulais laisser le temps de questions aussi, mais vous pouvez... Ouais. Je vous laisse terminer si vous voulez. Vous êtes enthousiaste, c'est bien. On va passer des questions, le micro s'il y en a dans la salle. J'ai une question qui est arrivée en ligne. Je suis désolée de vous interrompre, mais vous êtes passionné par vos sujets. Il fallait prendre le temps aussi d'expliquer vos exemples. Alors, ça commence à arriver, mais est-ce qu'il y a une obligation de mise en concurrence de l'énergie au sein d'une autoconsommation collective entre communautés de communes et communes? Je suppose que c'est ça la question. Oui, vous pensez? Oui. Oui, il y a une obligation de mise en concurrence de l'énergie? Pour moi, il ne me semble pas, parce qu'effectivement, on est finalement producteur et consommateur. C'est dans le cadre d'une convention qu'on a passée. Donc derrière, c'est vrai que là-dessus, je vais être un peu sec. Je n'avais pas préparé cette réponse-là. C'est la question en ligne, c'est la surprise. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par des juristes également. Mais non, je pense pas. Comme quoi on ne peut pas y aller seul. Voilà, exactement. Non, il y a le cabinet GB2A que je salue, voilà, s'il nous regarde. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait besoin de mettre en concurrence comme on est les propres producteurs. Alors après, c'est vrai que par rapport à la commune, c'est vrai que la commune va acheter directement auprès de la communauté de communes, alors qu'elle aurait pu acheter auprès d'un autre fournisseur d'énergie. C'est un sujet à travailler. Effectivement, je vais me le noter, parce que c'est quelque chose qui va se poser à nous comme question. Une autre question technique, mais vous pouvez répondre à Christophe Parent. Une communauté donc de communes peut-elle intégrer une opération en tant que simple consommateur sans mettre en concurrence? Là aussi, il va falloir aller solliciter le côté juridique pour connaître, ou peut-être que Christophe Parent a une idée. Là, pour le coup, c'est vrai que finalement, c'est nous, on est nos propres producteurs. Donc, du coup, on est producteurs et consommateurs. Donc là, c'est vrai que la communauté de communes, elle n'a pas à se mettre en concurrence avec elle-même. En fait, on va considérer, c'est ce qu'on appelle nous de la régie. C'est-à-dire que quand on a besoin de produire un service, eh bien, soit on fait appel à un prestataire et on est soumis effectivement au code de la commande publique, et il faut, selon les montants, faire des procédures différentes, mais en tout cas, il faut mettre en concurrence. Mais quand on décide de produire par nous-mêmes, on est en régie, et donc effectivement, on décide de le produire si c'est dans le cadre de nos compétences, et donc c'est par nos propres agents, par nos propres actions. Donc là, la communauté de communes, elle, n'aura pas à se mettre en concurrence pour consommer ce qu'elle produit elle-même. C'est vrai que la question peut se poser pour les communes qui seront adhérentes du réseau. Après, c'est vrai qu'il faudra qu'on puisse effectivement envisager ce sujet-là. Christophe Parent, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'en fait, c'est dans le cadre de la PMO. Il faut que tout soit bien clair à ce niveau-là. Par exemple, nous, dans notre village, étant subventionnés par la région,
Déjà, on a choisi de donner l'énergie, puis finalement, c'est un modèle qui est plus simple que d'autres. Et par contre, je ne peux pas bénéficier de la revente en fin de consommation à EDF, étant financé par la région. Donc là, je suis obligé de faire appel à un agrégateur et de revendre mon énergie à, peut-être qu'il y en a dans la salle, une société qui me rachète. Après, ça dépend de la taille et le volume des montants, je pense. Mais c'est la PMO qui gère tout ça. Il faut vraiment que les règles de répartition, de rachat soient bien identifiées dans la PMO. Très bien.